Razzia, c'est quelque chose que l'on prend à quelqu'un, quelque chose qui ne nous appartient pas, qui lui appartient à lui. Et je pense qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui ne nous appartient pas à quelqu'un sans qu'un jour ou l'autre, il vienne nous le redemander, nous le réclamer. Voilà, alors ça peut être des razzias sur des choses très concrètes, comme des biens matériels, et ça peut être des razzias aussi sur des choses plus abstraites, des idées, des sentiments, comme les libertés individuelles. Razzia, c'est 5 personnages. Et c'est 5 personnages que j'ai rencontrés depuis maintenant une vingtaine d'années que j'habite au Maroc et que j'aime ou que j'ai aimé, qui m'ont inspiré, qui m'ont touché. Et j'ai eu envie de parler d'eux et en parlant d'eux, de parler de nous, de parler de notre part d'humanité, de nos combats, de nos luttes et de la manière dont chacune et chacun de ces personnages vont soit abdiquer, renoncer, soit vivre dans le déni, soit au contraire se battre et relever la tête. Ah, on a tourné pendant à peu près 2 mois et demi, c'était entre octobre et décembre 2016. Toutes les scènes du début du film avec Abdallah, le professeur Amin Naji dans le film, se passent dans les montagnes de l'Atlas, du côté de Ouarzazate, dans un petit village qui est à 1h30 de Ouarzazate. Et le reste, ça s'est tourné à Casablanca. Moi, je crois qu'il y a plusieurs manières de vivre un sentiment de liberté. Et c'est ça qui prédomine dans le film. C'est pour chacune et pour chacun ce désir de vivre comme il l'entend. Qu'on soit une petite fille de la bourgeoisie qui vit recluse dans sa grande villa, que ce soit qu'on soit un restaurateur juif qui vit dans le déni, qu'on soit une femme mariée au mauvais homme, entre guillemets, et qui a envie de se balader dans la rue comme elle en a envie, ou qu'on soit un jeune de la Médina, des quartiers populaires, qui rêve de devenir une rockstar. Chacun à sa manière, parce qu'on est différent en tant que Marocaine, en tant que Marocain, on forme une mosaïque en termes de langue, en termes d'identités multiples, d'identités diverses. Chacun à sa manière vit son rêve différemment. Et j'avais envie de parler de chacun de ces personnages et de leur donner une voix, parce que chacun, à mon avis, a quelque chose à apporter à l'édifice du film et à l'édifice de la société marocaine. J'aime parler des femmes, et j'aime parler de femmes qui se battent, qui sont des guerrières, qui se battent pour leur indépendance et pour faire entendre leur voix dans un environnement très difficile pour elles. Et je pense que sur cette question de la place de la femme, on a régressé depuis une dizaine d'années. Quand on regarde par exemple le gouvernement marocain il y a une dizaine d'années, il y avait des femmes avec des portefeuilles bien plus importants qu'aujourd'hui. Quand on regarde la photo de groupe aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une femme ministre et 2 ou 3 femmes secrétaires d'État à des postes subalternes. C'est pas normal. C'est pas normal de penser que on peut se passer de 50% de la population pour évoluer, pour grandir. C'est pas normal de vouloir cacher la femme dans l'espace public. La femme, avec des qualités qui lui sont propres, apporte à la construction de la nation, quelle que soit la nation. Et le combat pour le droit des femmes, c'est le combat de toute la nation. Il y a des pays, en Europe, aux États-Unis, où on pensait que ces combats étaient gagnés parce que des féministes se sont battues dans les années 70-80. Et on se rend compte que même là-bas, aujourd'hui, c'est pas gagné. Avec l'affaire Weinstein, avec Balance ton port, MeToo, toutes ces questions sur le harcèlement qui sont revenues sur le devant de la scène, on se rend compte que c'est pas gagné. Alors imaginez ici le travail qu'il y a à faire pour que véritablement la femme prenne, je dis bien qu'elle prenne le statut qui est le sien. Parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit l'homme qui le lui donne. C'est à elle de prendre ce statut, parce qu'elle le mérite, tout simplement, dans l'espace public.
l'arabisation du système éducatif a fait beaucoup de mal au Maroc. Non pas parce que l'idée de rentrer l'arabe classique dans le cursus scolaire était une mauvaise idée, parce que c'est très bien de partager une langue commune à 21 pays. Ça nous rassemble, ça crée un grand ensemble géographique, mais parce que la manière dont cette arabisation a été faite n'a pas été la bonne. On n'a pas préparé les professeurs, qui sont le lien avec les écoliers, à l'arabisation. Il aurait fallu que cette réforme soit pensée, réfléchie et préparée 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance, parce que c'est une réforme importante qui engage l'avenir d'un pays. Preuve en est, aujourd'hui, on est en train de revenir en arrière. Cette réforme, elle a fait du mal aussi parce qu'on a ôté les humanités du cursus. La sociologie, la philosophie, ce qui permet la pensée critique, est quelque chose dont on a besoin dans une société si on veut évoluer, parce qu'elle permet le débat. Aujourd'hui, j'observe beaucoup de jeunes qui sont perdus, qui sont en manque de repères. Et je crois que s'ils sont à ce point en manque de repères, c'est aussi parce que cette pensée critique a fait défaut dans leur construction à l'école, à l'université, etc., etc. J'ai ressenti le besoin de parler de la communauté juive marocaine dans son ensemble parce que c'est une partie qui constitue l'identité marocaine. Il y a la communauté arabo-musulmane, il y a la communauté amazigh et puis il y a la communauté juive qui sont un des 3 piliers de la communauté marocaine, avec une immigration d'Afrique subsaharienne, avec des chrétiens. Enfin, je veux dire, l'histoire du Maroc est extrêmement riche. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie cette histoire, même si elle est dans notre ADN, même si elle fait partie de la mémoire collective, elle peut facilement être effacée. Et moi, je suis extrêmement triste de voir que cette communauté juive, qui a été si importante à une époque et qui a apporté à l'histoire du Maroc, est en train de se réduire d'année en année. Même s'il y a des initiatives qui sont prises et que je salue, de rénovation de quartiers à Marrakech, de Mellah, de synagogues, etc., etc. Je crois que ça, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut que cette communauté se sente à nouveau chez elle dans ce Maroc d'aujourd'hui, parce que ce Maroc, il est fort, et il sera fort parce qu'il sera conscient de sa diversité, parce qu'il sera conscient des différentes origines qui le constituent. Et c'est ça qui fait notre différence par rapport à d'autres pays. Il y a des fois où la fiction rejoint la réalité et il y a des fois où c'est la réalité qui rejoint la fiction. Et dans le cas présent, c'est la réalité qui a rejoint la fiction parce que le film a été écrit bien avant le Hirak, puisqu'on l'a écrit en 2015, l'été 2015, entre l'été et décembre 2015, et qu'à l'époque, il n'était pas encore question des mouvements dans le Rif. Et que c'est arrivé en fait pendant qu'on était en plein tournage. Et d'ailleurs, ça nous a beaucoup interpellés parce qu'on s'est dit, voilà, on est en train de tourner des scènes de mouvements populaires dans la rue, de soulèvement, et en même temps, et à quelques centaines de kilomètres dans le nord, au-dessus de nos têtes, il se passe la même chose. Donc c'était effectivement assez troublant. Le film a été financé évidemment par plusieurs aides, chaînes de télé, étrangères et marocaines. D'ailleurs, 2M fait partie du tour de table. Et puis des fonds X ou Y, malheureusement tous européens. Je dis malheureusement parce que le film n'a pas obtenu l'avance sur recette du Centre du cinéma marocain, alors que je l'ai présenté à 2 reprises. Et pourquoi, je ne sais pas. Il faut leur demander à eux. Mais en tout cas, j'étais surpris et évidemment assez triste du fait qu'il n'ait pas obtenu cette aide. Le budget global du film est autour de 3 millions d'euros.